Comment commercialiser son logiciel sans galérer quand on est développeur? Bonjour à tous, c'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode exacte qui va vous permettre d'arrêter de bugger sur votre go-to-market et de lancer facilement des produits qui marchent quand on est développeur et qu'on ne connaît rien en marketing. C'est la promesse, on va essayer de s'y tenir. La première étape justement, ça va être d'arrêter de dire le marketing c'est pas pour moi. Parce que c'est pas parce que vous êtes un pro techniquement que vous ne pouvez pas avoir les fondamentaux de cette autre discipline. Et pour ça, on va le voir ensemble. Il n'y a rien de sorcier en plus, donc c'est génial. La deuxième étape, ça va être d'arrêter de perdre du temps et de l'argent sur des mauvais projets. Parce qu'il y a des bons projets à poursuivre et des mauvais. Comment on différencie les deux? On va le voir ensemble. La troisième étape, c'est on veut éviter de garder son logiciel dans l'ombre parce que c'est ce que font tous les développeurs. C'est mon produit, je ne l'ai pas marketé, mais il ne marche pas. Alors je vais rajouter des features. On se retrouve avec une usine à gaz complètement over-engineer. Et du coup, les gens vont plus comprendre ce que vous faites et ça va être encore plus dur de le vendre. Donc, ce qu'on veut, c'est rapidement choper des feedbacks pertinents le plus rapidement possible, même si notre MVP est bancal. On veut se focaliser sur des projets qui nous passionnent et à fort potentiel. Les deux, c'est les deux critères. Parce qu'un un projet à fort potentiel mais qui vous fait chier, vous n'allez pas aller au bout. Et un projet passionnant qui n'a pas de potentiel, vous ne vivrez jamais de ça. Et justement, on veut pouvoir générer des revenus scalables parce que vous soyez en CDI ou en freelance, votre temps de travail est corrélé avec vos revenus. Et l'intérêt de faire un logiciel, c'est justement de pouvoir décorréler les deux. Donc en général, quand on est développeur, on se dit, ok, je développe mon logiciel, je lance la stratégie, ensuite je mets en place l'opérationnel, je me confronte au marché et tadam, on a réussi le lancement. Sauf que dans les faits, ça marche pas comme ça. C'est comme si tu étais dans la rue, tu étais aveugle et on te demandait de t'orienter vers le bon shop. Tu vois, t'as pas les détails de la rue, comment tu veux savoir où tu veux amener ton utilisateur. Là, c'est la même chose. Si tu es complètement déconnecté du marché, tu as 0% de chance de réussir ton produit. C'est pour ça que la bonne méthode, celle qu'on va apprendre, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi en business? Un business, c'est deux choses. C'est je vends une solution et je construis la solution. C'est juste ces deux choses-là. Et c'est ces deux choses-là qu'on va faire en permanence, dans la même proportion, en simultané, main dans la main. Typiquement, je passe une heure à construire, je passe une heure à vendre le lendemain. C'est tout. En le faisant simultanément, on s'assure de ne pas être déconnecté de la réalité du marché et des besoins du client. Ça, c'est en théorie. Dans les faits, en vrai, vous voulez quand même faire des sessions focus. Donc, si vous passez un mois à build, par contre, vous passez un mois à vendre. D'accord? On va peut-être pas découper en heures, mais que ce soit en semaine ou en mois, ces espèces de sprints, il faut se faire un sprint build, un sprint marketing. Donc, pour réussir son lancement, moi, j'ai une méthode en 3 étapes qui est assez simple. La première, ça va être la mise en place. On va s'assurer d'être solide sur les appuis. Ensuite, on va valider qu'on est bien solide sur les appuis et qu'on se dirige dans la bonne direction. Et ensuite, on va envoyer du pâté avec l'acquisition, qui est l'étape primordiale parce qu'elle va résoudre 80% de vos problèmes. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Première phase du coup, phase de mise en place. On part de ton idée et dans ton idée, on doit récupérer le plus de data possible parce que c'est ce qui va nous permettre de vérifier cette idée et de s'assurer qu'on part dans la bonne direction. Pour ça, on va commencer. Il y a deux types d'infos que tu dois récupérer. Il y a des infos internes, donc tes motivations, objectifs, attentes. Parce que typiquement, dans un combat par exemple, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus envie. D'accord? Celui qui a le plus de conviction. Et bien là, c'est pareil. On doit se forger des convictions. Et pour ça, il faut déjà qu'on soit sûr de nos motivations, que ça soit aligné avec nos objectifs et nos attentes. Si votre rêve, c'est de créer une licorne et vous lancez un petit produit sur un petit marché, ben, vous n'allez pas être aligné et donc vous allez avoir moins de conviction sur l'idée. Donc, hyper important de vous le sonder en interne, vous savoir vraiment de comprendre ses motivations, pourquoi vous le faites, est-ce que vraiment vous êtes la bonne personne pour le faire. Ça, c'est le premier type d'information. Deuxième type d'information, c'est les infos externes, les infos de marché. C'est savoir, est-ce que j'ai de la compétition? Qui sont mes compétiteurs? Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce que je peux faire mieux qu'eux? C'est vraiment ces questions-là essentielles qu'il faut se poser. Si vous n'avez pas assez de compétition, c'est pas bon signe, je vous le dis. Si vous avez personne qui fait la même chose que vous, c'est vraiment pas bon signe. Je l'ai fait pendant 2 ans, j'ai suivi une idée où j'avais pas de compétiteurs et ça s'est mal fini. D'un autre côté, si vous avez trop de compétition, c'est plutôt bon signe. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter pour ça. Il y a un vrai marché. Par contre, il va falloir arriver et vous différencier si le marché il est vraiment trop touffu, on va dire. Pour ça, j'ai un petit outil
génial qui s'appelle Contenders.ai. C'est mon outil à moi, donc je suis biaisé évidemment. Mais honnêtement, même sur la version gratuite, vous allez pouvoir récupérer la liste de tous vos compétiteurs et ça va vous faire gagner des semaines de recherche. C'est pour ça que j'ai créé cet outil, c'est pour aider justement les gens que j'accompagne. Et voilà, la version payante, vous allez avoir un petit rapport supplémentaire, mais déjà si vous récupérez toute la liste des compétiteurs, c'est déjà assez fou parce que vous allez pouvoir faire une vraie étude de marché quelque part et vous donner, avoir des informations sur qui fait quoi et qu'est-ce que je peux faire mieux qu'eux. Pourquoi c'est important d'avoir cette liste de compétiteurs? Parce que ce qu'on veut récupérer, c'est les inconnus. On veut savoir ce qu'on ne sait pas. D'accord? Entre le succès interdimensionnel et votre produit, il y a un mur, c'est des inconnus. C'est qui sont mes utilisateurs, où est-ce que je peux les trouver, qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer, est-ce que ça a assez de valeur pour eux, quelle est la meilleure future pour eux, etc., etc. Les inconnus, c'est ce qui vous empêche d'être millionnaire. Pour résoudre ces problèmes d'inconnus, une fois qu'on a commencé à les lister, on va les transformer en hypothèses. D'accord? Quand vous allez chez le docteur, parce que vous toussez, le docteur, il ne sait pas si vous avez un rhume ou si vous avez un cancer. Donc, il va adapter les tests et les questions qu'on vous pose en fonction de ces hypothèses-là. Si tu as un rhume, tu ne vas pas aller faire une radio. Donc, l'idée, ça va être de formuler les hypothèses de manière à ce que on puisse aller vérifier les inconnus le plus facilement possible. On veut éviter de se crever et justement tout miser sur son produit avec plein d'inconnus et lancer son produit comme ça. Parfois, une inconnue, pour aller la vérifier, il suffit juste de consommer du contenu ou de consommer chez la compétition. Parfois, il suffit juste d'aller parler à un pote. Parfois, les hypothèses, c'est extrêmement simple à aller chercher. Parfois, vous n'avez pas le choix, il va falloir créer et sortir votre produit. D'accord? Pour ça, c'est important de structurer les hypothèses et vous allez voir que, en fait, votre stratégie go-to-market, donc quelles sont les actions que vous devez entreprendre pour marketer votre logiciel, c'est juste des hypothèses qu'il faut aller vérifier et ça se renouvelle en permanence. En l'occurrence, la stratégie go-to-market, c'est juste 3 choses et c'est les fondamentaux du marketing. Essayez de retenir que ça si vous devez retenir une chose de cette vidéo. C'est qui est ma cible, qu'est-ce que je lui vends, donc la proposition de valeur, et où est-ce que je le trouve. Si vous avez déjà des réponses à ces 3 questions, déjà vous êtes plus avancé que 90% des autres devs. Il y a une quatrième question qui est combien ils sont prêts à payer, mais ça au pire c'est un détail. Et le comment, c'est le véhicule, c'est votre produit justement. Donc le comment, c'est les hypothèses autour de votre produit. Et ça, vous allez y répondre en justement vous confrontant au marché et en passant à l'étape 2 qui est l'étape validation. Mais avant ça, juste un petit rappel encore une fois parce que c'est le plus important. Vous voyez ça vraiment comme une cible. Ok, le cœur de cible, c'est votre public. Essayez d'être le plus niché possible. Ensuite, la proposition de valeur, c'est qu'est-ce que je vais leur proposer exactement. Essayez de remonter à la source. En l'occurrence, vous ne faites pas un produit de productivité. Non, vous faites un produit qui va faire gagner du temps et de l'argent à vos utilisateurs. Donc en général, la proposition de valeur, c'est ça. C'est est-ce que je te fais gagner du temps ou est-ce que je te fais gagner de l'argent. Si c'est aucun de ces deux trucs, c'est pas bon signe et peut-être que vous ne résolvez pas un problème qui est assez douloureux. Et le dernier, du coup, pan de cette cible, c'est le canal de vente. Où est-ce que je trouve mes utilisateurs? Et pour ça, vous avez votre logiciel qui va vous permettre de répondre à ça. Donc, les next steps, ça va être la validation. Une fois qu'on a répondu à ces questions, qu'on a listé nos inconnus, nos hypothèses, etc., on va aller vérifier les hypothèses. Et pour ça, le mieux, ça reste souvent de parler à sa cible. Parce que parler à son audience, déjà, c'est une des hypothèses en général, c'est qui est ma cible idéale. Et ensuite, ça va être... je suis désolé, il commence à pleuvoir. Je suis dans le noir total. Je vais aller allumer ça. Donc, on doit vérifier sa cible. Parce que c'est une des hypothèses principales. Pour ça, on doit parler à son audience. Et là-dessus, j'ai 2 ressources à vous partager. Le premier, c'est le réseau. Vous sous-cotez votre réseau. Vous dites, je suis un logiciel, donc je vais me mettre... en ligne et les gens ils vont venir l'acheter alors que dans les faits c'est pas du tout comme ça. Donc déjà la première étape c'est parler à son réseau et demander des intros. En vrai on s'en fout que vous demandiez à votre daron ou votre daronne ou à votre petit frère et tu penses quoi de mon logiciel. Ça c'est la pire approche, d'accord. Ce que vous voulez c'est ok, je fais un produit pour les avocats. Maintenant je vais demander à tout mon réseau, donc les potes, la famille. Vous demandez, est-ce que vous avez un avocat? Est-ce que vous avez déjà fait affaire à un avocat? Est-ce que tu peux me passer son contact, s'il te plaît? C'est aussi simple que ça.
Ce que tu vas faire, c'est varier le message en fonction de ton degré d'affinité avec cette personne. Donc, si c'est vraiment ton cercle d'amis proche, tu peux y aller et demander tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux même demander plusieurs adresses d'avocats. Si tu connais pas trop, dans l'idée, faut être plus subtil que ça, mais demande toujours qui tu connais et pas est-ce que tu connais. Parce que est-ce que tu connais, la réponse la plus simple, ça va être ouais, non, non. Tu vois. Alors que qui tu connais, ils vont vraiment faire l'effort mental. Donc ça, première étape, mon réseau, c'est la base. C'est si tu arrives à passer par ton réseau, et c'est pour ça que si tu as des skin in the game dans une industrie, ça va être beaucoup plus simple pour toi d'attaquer cette industrie parce que tu as déjà ton réseau qui va te permettre de connecter avec plein d'acteurs du marché. Alors que si c'est un truc que tu connais pas du tout, ça peut être plus compliqué. C'est pas une fatalité, mais ça peut être plus compliqué et tu n'auras pas un avantage compétitif là-dessus. Donc demande bien à ton réseau qui tu connais pour te mettre en relation avec ta cible. Une fois que c'est fait, il faut que tu fasses The Mom Test. The Mom Test, c'est un livre qui te permet, qui recense en fait les meilleures questions à poser pour justement ne pas biaiser son interlocuteur. Donc le plus important, ça va être de ne pas pitcher son idée. Ouais, j'ai cette idée de logiciel qui va être génial, trop cool, etc. Non. Ça, c'est juste pour booster ton ego. Ce que tu dois faire, c'est poser des questions où on ne peut pas te mentir, qui ne peuvent pas être biaisées. Typiquement, c'est quand la dernière fois que tu as eu ce problème, qu'est-ce que tu as fait pour le résoudre? Est-ce que ce problème était vraiment frustrant? Est-ce que tu serais prêt à payer pour résoudre ce problème? Ou est-ce que tu as payé pour résoudre ce problème? C'est même mieux. Parce que là, encore une fois, on risque de biaiser. Donc l'idée, c'est vraiment de pitcher à aucun moment son idée, juste de poser ces questions pour se faire des convictions, encore une fois. Si jamais vraiment vous vous rendez compte que c'est la personne parfaite, que votre logiciel résout parfaitement ce problème, alors vous pouvez à la fin lui en parler. Mais honnêtement, là, dans cette phase de validation, l'idée, c'est vraiment de biaiser le moins possible, de laisser parler l'interlocuteur pour avoir le plus d'infos possible. Et ça va nous permettre d'affiner notre message. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit exactement pour vendre? Notre positionnement, comment on se positionne, donc à qui on vend et qu'est-ce qu'on vend, et le branding global, donc pour rendre ça cohérent. Tout ça, donc le ton du discours, le positionnement, le branding, c'est ce qui va faire que vous avez une marque cohérente et distinctive. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une lourde marque pour réussir, d'accord? C'est pas un critère de réussite. Par contre, c'est un critère d'échec d'avoir une marque qui fait pas du tout de sens, d'accord? Vous irez voir Contenders par exemple. Il y a cette idée de Contenders de fight, etc. Ben, le branding, il est tout en rouge. Versus, j'aurais mis un truc bleu. Tu vois, bleu, ça fait plus référence au calme, etc. En gros, une marque, c'est quoi? Une marque, c'est une association. C'est une association d'idées, d'accord? Donc moi, quand j'appelle mon produit Contenders, j'ai cette idée de fight, j'ai cette idée de marché, j'ai cette idée de compétition. Si je mets un truc bleu, peaceful, hippie, etc., il y a clairement une incohérence. Mais après, voilà, si c'est pas exactement dans l'imaginaire des gens le truc, la branding parfait, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. À ce stade-là, c'est vraiment pas le plus important. Et de toute façon, ça va être affiné avec le temps. C'est comme le reste. Donc ça, c'est sur la phase validation. Donc vous avez bien compris, passez par votre réseau, demandez des intros. Vous avez juste besoin de parler à 4-5 personnes de votre cible. Si vous ne savez pas exactement qui est votre cible, ratissez large. Vous parlez plutôt à un marché et vous essayez de parler aux différentes parties prenantes. Mais encore une fois, plus vous allez être niché, le mieux c'est parce que vous êtes quand même sur un marché où il y a de la compétition. Et donc, si vous répondez à un type de persona spécifique, vous avez beaucoup plus de chances de lui parler. Et enfin, on arrive sur la troisième phase, la phase acquisition. C'est les nerfs de la guerre, comme je vous disais. C'est la différence entre un produit pourri et un produit pourri qui marche. C'est cette partie acquisition. Si vous êtes capable de faire de l'acquisition, vous allez résoudre tous vos produits, tous vos problèmes et vous allez répondre à beaucoup d'hypothèses encore en attente. Pour ça, du coup, il faut mettre en place vos canaux d'acquisition et je les ai répartis en 3 types. Court terme, moyen terme, long terme. En l'occurrence, là, je parle vraiment en termes de feedback. Ok? Combien de temps il vous faut pour avoir des feedbacks quand vous faites votre proposition de valeur à votre cible idéale? Typiquement, si vous lancez un produit pour les avocats, disons, vous n'êtes pas sûr de la proposition de valeur, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Et si vous faites du SEO, ça va vous prendre 6 mois, 1 an avant de savoir que votre produit ne marche pas. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut des feedbacks rapides pour adapter et ajuster en fonction. Donc, au début, on va évidemment se concentrer sur les canaux court terme pour avoir une collecte de feedback rapide. Mais ce qu'on va vouloir faire une fois qu'on a les premiers retours positifs, c'est rapidement construire de la crédibilité. Parce que c'est ce qui va nous permettre typiquement, si vous dites je suis un ancien juriste ou je vends aux avocats depuis 10 ans, vous allez construire de la crédibilité et les gens vont vous faire confiance plus facilement.
Alors que si vous arrivez de nulle part, ça va être beaucoup plus dur, évidemment, sur les canaux court terme de convertir. Mais si vous commencez à convertir sur le court terme, il va falloir rapidement lancer moyen terme et long terme parce que c'est ce qui va vous permettre de durer dans le temps et de créer vraiment un avantage compétitif. C'est une newsletter SEO. On va pas se mentir. J'espère que vous n'entendez pas trop l'orage, c'est en train de péter tout autour de moi. Un conseil, avant que je vous donne des exemples concrets de modèles d'acquisition, de systèmes d'acquisition qui marchent bien, c'est aller où les autres ne vont pas. D'accord? Si on est sur le marché de la séduction et que vous essayez de trouver la femme de votre vie et que vous allez sur Tinder, ben, c'est un canal qui est complètement saturé, d'accord? Il y a tous les mecs qui sont sur Tinder. Alors que si vous allez dans la rue et que vous abordez une meuf dans la rue, ça va être beaucoup plus simple parce que il n'y a plus beaucoup de gens, plus beaucoup de mecs abordent dans la rue. À part les gros schlags. Du coup, si vous n'êtes pas un gros schlag, vous allez vous différencier. Vous voyez le message. Essayez d'aller là où les gens ne sont pas. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Typiquement, les cryptos de Caro. Ben, tous les experts, ils étaient sur LinkedIn, Twitter, etc. Elle est sur TikTok et elle cartonne sur TikTok. Voilà, peu importe si elle fait de la qualité ou pas, n'empêche elle a défoncé le marché comme ça en allant là où les autres ne vont pas. Ça, c'est pour la petite parenthèse différenciatrice. En termes de combos, il y a plein de combos qui existent, qui marchent bien. Typiquement, si vous êtes sur du B2B, LinkedIn, c'est top. Donc, créer du contenu sur LinkedIn. Par contre, créer du contenu sur LinkedIn ne suffit pas. Donc, vous allez aussi ajouter des gens de votre cible, leur envoyer des messages. Comme ça, c'est pas vraiment du cold call, c'est plutôt du medium. C'est pas du warm, mais c'est du medium, on va dire. Et tout le contenu que vous créez sur LinkedIn, vous pouvez le recycler pour la newsletter, pour le SEO ou pour YouTube. D'accord? L'idée, c'est vraiment de recycler un petit peu tout ce que vous allez faire de manière à ce que ça ne vous prenne pas autant d'efforts. Typiquement, si vous devez écrire un livre, ben, ce livre, d'abord, vous allez faire chapitre par chapitre. Peut-être qu'un chapitre, c'est une newsletter. Et une newsletter, c'est peut-être 3 posts LinkedIn. Ok? Essayez d'avoir un peu ce flow, cette fongibilité, on va dire, cette composabilité dans vos canaux d'acquisition. C'est hyper important. Ça vous permet d'économiser des forces. Concrètement, on a choisi notre canal. Typiquement, on va aller du cold call pour les avocats. Ok, on va appeler tous les avocats sur Google Maps. Comment on fait ça? Voilà la méthode que je vous recommande vraiment de faire. C'est déjà mettre en place des routines. D'accord? Donc, si vous créez du contenu, vous allez devoir consommer du contenu spécifiquement sur cette plateforme. Si vous faites du cold calling, il faut que vous vous mettiez en tête, vous allez écouter du cold call, vous allez enregistrer vos appels, vous allez tous les jours appeler 10 personnes. Donc mettez-vous dans cette idée de créer des routines parce que c'est ce qui va vous permettre de créer des automatisations internes déjà, avant qu'on veuille tout automatiser, etc. Et de vraiment bien comprendre les enjeux sur ce canal en particulier. D'accord? Si c'est du cold call, ça ne va pas être les mêmes enjeux que si vous faites du contenu. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a pris l'habitude de créer, de consommer sur ce canal spécifiquement, ce que vous allez faire, c'est de l'A/B testing. Vous allez devoir A/B tester en permanence parce que vous pouvez demander les avis de tous les pros de la Terre. Ça ne vaudra jamais un test, d'accord? Donc vous faites de l'A/B testing en permanence sur le pitch de vente, sur le type de contenu, afin de vous faire, encore une fois, des convictions et d'obtenir de la data sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et la dernière brique, c'est d'automatiser tout ça. Quand vous savez ce qui marche, bon ben là, vous devez en faire 2 fois plus de ce qui marche, d'accord? Ce que font les gens en général, c'est ils commencent par cette brique automatisation et ils se disent, nickel, ça va être exactement, ça va faire le taf. Ça fait pas le taf parce qu'ils n'ont pas fait ce taf avant d'A/B tester et de prendre l'habitude de consommer et de créer sur ce canal. Et donc ça marche pas du tout parce que ils automatisent un truc qui marche pas, qui est bancal à la base, d'accord? Donc cette brique automatisation ou délégation, peu importe, elle se fait à la fin, une fois que déjà vous avez les appuis solides. Et enfin, pour terminer, on veut concevoir son tunnel de vente. Donc on ne va pas se mentir, à la base, le plus simple c'est, le mieux c'est. Donc vraiment, si vous faites du cold call pour vérifier que votre logiciel a un besoin, enfin répond à un besoin, vous n'avez même pas besoin de landing page, vous avez juste besoin d'un numéro de téléphone, d'accord? Plus on va vouloir sophistiquer et automatiser et fluidifier en fait son acquisition, plus vous allez devoir avoir un tunnel de vente qui est en place. Mais vraiment au début, le plus simple, faites au plus simple et complexifiez vraiment que si vous avez besoin. Un dernier petit conseil là-dessus que je vous donnerai, c'est peut-être faire un lead magnet. Donc un lead magnet,
c'est un outil ou c'est du contenu qui va permettre de résoudre la problématique exacte de votre cible, de votre prospect. Donc typiquement, si c'est créer un site internet pour les avocats, ça va être le lead magnet, ça va être 3 templates ou les best practices pour les avocats en ligne. En gros, il faut que ça soit complémentaire, d'accord? Dans le logiciel en général, le lead magnet, c'est l'essai gratuit. Tu essaies gratuitement le logiciel, tu vois si tu kiffes ou pas. Et on reste focalisé là-dessus dans le logiciel, alors que justement, un petit hack qui est sous-coté, je pense, ça va être créer d'autres types de lead magnets pour les logiciels. Typiquement, un guide complet, un e-book, une vidéo hyper qualitative, comme je suis en train de faire justement pour Contenders, ça peut vraiment permettre de débloquer et d'accélérer votre croissance et votre acquisition. Parce que c'est un peu la base en marketing, c'est les gens, ils te jugent uniquement sur ce que tu donnes gratuitement, d'accord? Ce que tu donnes, ton branding, ton contenu, etc. Tout ce que tu donnes gratuitement, les gens peuvent te juger que là-dessus. Ils ne peuvent pas te juger, le marché ne peut pas te juger sur tes produits payants parce qu'ils n'ont pas encore payé. Donc, plus tu vas fournir de valeur gratuitement, plus tu vas construire une audience qui te fait confiance et plus tu vas pouvoir générer des revenus. Ces revenus vont te permettre de faire des cas d'usage, des cas clients qui vont te permettre de fournir de la valeur gratuitement, etc. etc. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et donc, prenez l'habitude de donner le maximum de valeur en amont pour avoir la confiance et ce sentiment de réciprocité auprès de ton audience. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'espère que ça va vous permettre vraiment de vous lancer. En tout cas, si vous avez besoin d'éclaircir certaines hypothèses, d'y voir plus clair au niveau de votre stratégie go-to-market, je vous invite à réserver un appel avec moi directement sous cette vidéo. Et j'essaierai de répondre à toutes vos questions. C'est un appel gratuit. Donc voilà, j'essaierai potentiellement de vous vendre mon accompagnement s'il y en a besoin. Dans tous les cas, j'essaierai de vous apporter un maximum de valeur pour vous aider à vous marketer. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et force à vous pour lancer vos projets et tout défoncer. Allez, ciao!